C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. À Canalem, épisode 111 du 7 avril 2025. Journée mondiale de la santé, l'état des lieux de la santé pour les personnes des communautés de LGBTQIA+. On en parle avec notre chroniqueur santé, Gengis Grenier, et le directeur général de Réseau Santé, Alexandre Dumont-Blais. La Cour européenne de justice confirme l'existence d'un droit à l'autodétermination des genres. C'est un des sujets de notre segment Transatlant Queer avec Christophe Gérard. Puis on va parler théâtre aujourd'hui. C'est Garçons amoureux au regard altéré du théâtre Prospero et Bent qui est présenté par la compagnie théâtrale Ensemble. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Aux petits soins, notre chronique santé. Salut, Gengis Grenier. Salut Denis Martin, ça va bien? Ça va très bien. Alors, c'est la journée mondiale de la santé aujourd'hui. C'est incroyable, quel bon timing, pareil. Oui, ça donne la journée qu'on fait l'émission. Ça arrive une fois aux 4 ans ou 7 ans, je ne sais pas trop. Alors, comment se portent les personnes des communautés de LGBTQIA+. Et pour te seconder, Gengis, dans ton regard sur cet état de santé, on reçoit le directeur général de Réseau Santé, Alexandre Dumont-Blais. Salut à toi, Alexandre. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour Alexandre, nous, on parle de la santé 365 jours par année. Tout à fait. Puis les années bissexuelles, c'est 366 jours. C'est ça. Excusez-là. Allez, on est de bonne humeur aujourd'hui. C'est le printemps qui s'en vient, pas, parce qu'il ne fait pas très beau ces jours-ci. Alors, comme c'est la première fois qu'on te reçoit à l'émission, on a toujours l'habitude de demander aux gens quel accord et quel pronom on utilise pour toi. Pronom il, lui, accord masculin. Excellent. Merci. Alors, je lance la question à vous deux. Vous décidez qui répond en premier. Comment ça va, la santé, pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre? J'ai été chercher des statistiques sur l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui et pour la communauté des femmes, je me suis dit... Ça doit être stable, doit rien avoir de nouveau, tout va bien, ils ont l'égalité au Canada, l'égalité au Parlement. Mais non, sincèrement, ça va pas bien dans le monde. Hey, Denis Martin, sais-tu, il y a 202 pays dans le monde, à peu près, dans combien de pays les femmes sont légalement légiférées inférieures dans la Constitution de pays? Dans combien de pays, à peu près, les femmes ont officiellement toujours pas de droit en 2025 ou inférieur par rapport aux hommes? J'ose pas avancer de chiffres. C'est incroyable. On parle de 40 à 50 pays. Là. On parle presque du quart des pays à l'échelle internationale où il y a les jeunes filles qui sont mariées à 8-9 ans. Il y a encore 810 décès de femmes tous les jours sur la planète reliés aux grossesses et aux accouchements. Pourtant, je me croyais sortie du Moyen-Âge quand même. Il y a des choses qui vont quand même bien chez les femmes. On va souligner le positif aussi. Moi, regardant ma mère qui est toujours en train de sermonner mon père, les femmes vivent 5 ans plus vieux que les hommes. Ça n'a pas changé. En moyenne. En moyenne, oui. Mais c'est en train de réduire, hein? C'est en train de réduire parce que, semble-t-il, dans nos pays, là, ouais. Ouais, le stress, il commence à s'approprier des maladies plus masculines comme les infarctus, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, en se tapant l'égalité, en travaillant autant, et ça vient avec les mêmes risques de santé. Une femme sur 8 va développer un cancer du sein dans sa vie. 1/3 des femmes sur la planète, selon l'OMS, a au moins vécu une fois de la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. L'âge moyen de la ménopause s'est rajeuni, 51 ans. Et les femmes LGBT de couleur ou vivant avec un handicap vont vivre constamment ou presque dans la discrimination. L'accès aux soins et les inéquités sociales sont toujours présentes pour la condition féminine aujourd'hui. Moi, j'aimerais rajouter, parce que j'ai lu ça ce matin sur les RS, les réseaux sociaux, puis c'est quand même des choses, je suis allé vérifier, c'est vrai. Alors, on dit que les personnes LGBTQ+, sont moins susceptibles d'avoir un médecin de famille en raison de la discrimination vécue dans le système de santé. Oui. On me dit que les personnes LGBTQ+, sont à 1,5 et à 2,5 fois plus susceptibles que la population générale de souffrir de dépression et d'anxiété. Si on le vu avec l'enquête
c'était l'enquête de Interling, voilà. Interling, exact. Et une personne trans sur 3 au Canada a évité de consulter un professionnel de la santé par crainte de discrimination. Je te lance la balle. Ben, écoutez, Alexandre. Je veux pas être pessimiste là-dessus, il n'y a rien de nouveau. On pourrait faire le tour en studio, poser la question. J'entends souvent encore que des personnes issues des communautés de LGBT, surtout au niveau des hommes LGBTQ que Réseau rejoint, personnes trans, qu'on a 2 médecins, un pour son check-up annuel, puis un autre pour ses questions de pratiques sexuelles puis ses besoins précis. Est-ce qu'on va être à l'aise d'aller parler tout ce qu'on vit avec notre médecin de famille? Pas nécessairement. Je pense que ça tend à s'améliorer, il faut le nommer. Les médecins se rajeunissent. C'est pas juste une question d'âge, mais quand même, il y a des changements de génération. On entend encore souvent ça, puis c'est aussi un enjeu qui ressort là, dans l'étude dont tu fais mention. En fait, pas l'étude, mais le... Ben oui, c'est l'étude. Une recherche. C'est une étude avec Léger qu'Interling a lancé. C'est un des éléments qui ressort qu'on connaît déjà, avoir accès à un professionnel de soins de la santé. Encore un, quand on y a accès. Ouais. Et puis 2, après, est-ce qu'on est à l'aise de parler de sa sexualité, de ses pratiques en long et en large pour avoir le meilleur service par la suite? Que ce soit un dépistage ou autre chose. Donc, ça reste un enjeu. Nous, à Réseau, pour aller un petit peu plus précis, on parle de tout le temps, encore et toujours, de l'accès à la PrEP. Donc la PrEP qui est la prophylaxie pré-exposition. Juste pour le dire, c'est pour éviter d'attraper le VIH quand on a des relations sexuelles sans l'utilisation du préservatif. Exactement. Donc, il y a des avancées sur la façon de prendre la PrEP, une pilule à tous les jours. Il y a maintenant une nouvelle façon par injection à tous les 2 mois qui est couverte par la RAMQ. Mais pourquoi il n'y a pas de programme de PrEP gratuite au Québec comme qu'il y a dans d'autres provinces au Canada pour considérablement réduire les nouveaux cas de VIH? J'aimerais juste qu'on parle concrètement le problème que ça pose. Parce que là, on dit le remboursement, mais on rembourse, mais il y a toujours un déductible à payer. Puis oui. Ça, c'est pas toujours évident. C'est quand même, ça peut être dispendieux pour quelqu'un qui a un faible revenu là, ou un revenu limité. Exact. La pilule à tous les jours de PrEP, je veux préciser, parce que juste la pilule tout seul, on peut penser à autre chose. Ouais. 60 $ par mois. Effectivement, avec un loyer à 1 400 $ à payer pour une personne. Qui est la moyenne, oui. Ça peut devenir un choix à un certain moment donné d'arrêter de la prendre, alors que la sexualité, elle, en côté, continue d'exister. Les gens ne vont pas arrêter d'avoir du sexe. On l'a compris pendant la pandémie. Hein? C'est pas parce qu'il y avait une pandémie que les gens arrêtaient d'avoir du sexe. Oui, parce que l'explosion des ITSS après la pandémie, quand on a recommencé à faire les dépistages. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Wow. Gengis, les personnes trans, je viens de mentionner ça, ce sont des personnes qui ont plus de problèmes que la moyenne dans le système de santé. J'ai été d'autant plus horrifié à faire des vérifications en ligne, surtout un peu ce qui s'apparente à traîner sur le dark web. C'est dans le fond la violence internationale faite aux personnes trans, l'humiliation publique, la torture publique, voire même des meurtres publics sont des choses malheureusement qui sont encore courantes à l'échelle internationale. Sur un point de vue plus local, pour revenir aux professionnels de la santé qui ne sont pas toujours à l'aise, ce que Alexandre disait est quand même assez vrai. 22% des professionnels se décriraient eux-mêmes à l'aise face aux personnes trans, rapporté par la presse l'année dernière. Il y a une très bonne nouvelle quand même dans notre histoire récente. L'OMS a supprimé le trouble de l'identité de genre de ses manuels de diagnostic. Nous invitons le DSM-5 à en faire pareil en Amérique du Nord. J'allais vérifier, tout ce qui est trouble d'identité de genre est toujours dans les diagnostics officiels Québec, Amérique du Nord et toutes les médecines, même de plusieurs pays modernes. Je dirais peut-être pas les Pays-Bas, j'ai pas fait les vérifications, mais au Canada et aux États-Unis, le trouble de l'identité de genre est toujours là, malgré que l'OMS l'a supprimé, fait qu'on peut calculer quelques années. Mais j'aimerais qu'on comprenne, parce que ce qu'on appelle la dysphorie de genre, qui est quand même ce que vivent les personnes quand ils vivent une espèce de moment autour de leur transition. Et il me semble que c'est quand même une condition de santé épouvantable. Les gens vivent des dépressions avec ça, c'est difficile pour eux. Il y en a qui commettent des suicides. Il y a quand même un problème de santé mentale relié à ça. Oh oui, tout à fait. C'est sûr que la santé mentale, la consommation et tout ce qui est relié avec ce qu'une personne trans peut vivre dans son diagnostic, son accompagnement, s'il y a oui ou non des chirurgies, s'il y a oui ou non une hormonothérapie, c'est tellement important chez la communauté trans que
chez les trans, 41% des personnes trans font au moins une tentative de suicide au cours de leur vie, versus 4 à 6% de la population générale. Puis là, on parle vraiment, de chiffres internationaux, là, de grosses études qui ont été compilées. 23% sont quand même victimes de discrimination lors des épisodes de soins. On vient juste de mentionner que moins de 25%, moins d'un professionnel de la santé sur 4 se sentent très à l'aise de prodiguer des soins. Ça veut dire que 75% ne le sont pas nécessairement, mais moi, en étant un infirmier LGBT dans ma communauté, m'approprier justement les pronoms et tout ça. Moi, j'ai chialé pour qu'il y ait de la formation en ligne, puis là, maintenant, les autres professionnels viennent d'en débloquer. Ça existe là en ligne pour former les professionnels. Discrimination, emploi, école, logement, c'est sûr que les trans vont y passer. Des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Ouganda font littéralement la chasse aux sorcières. Des transsexuels, c'est criminalisé. Oui, c'est la peine de mort. En fait, on parlait chez les femmes 40 à 50 pays sur la scène internationale qui vont officiellement limiter les droits des femmes. Chez les personnes trans, c'est d'autant plus élevé, c'est 60 à 70 pays qui le criminalisent littéralement, là, sans compter ceux qui font la peine de mort, etc. C'est quand même... Il y a place à amélioration sur la scène internationale. Je vais te relancer parce qu'on a parlé d'accès, mais aussi l'accès à des services de qualité. Moi, je vais vous relater une expérience. J'ai passé des tests il y a quelques années, comme on en fait souvent quand on est le moindrement actif sexuellement, et on m'avait décelé une gonorrhée à l'époque. Et quand je suis allé consulter, puis j'ai parlé de la situation, alors avant qu'on fasse les tests, l'infirmière qui a pris mes tests m'a dit « Mais vous devriez faire attention, puis mieux vous protéger. » Et là, j'ai senti un jugement épouvantable. Mais évidemment, je suis capable de me défendre. J'ai dit « Attends un petit peu, là, moi, je ne suis pas venu ici pour me faire juger, je suis venu ici pour me faire traiter. » Ça existe encore. Je te parle de quelques années, en 2025. C'est encore là, ça? Ces problèmes de discrimination-là? Je vois que tu me regardes dans ta Alexandre question, Denis Denis Martin. Écoute, je ne suis pas dans le cabinet avec chacune des personnes qu'on peut rencontrer à réseau, mais je pense que derrière l'anecdote que tu partages, c'est que dans le fond, puis aussi dire les vraies choses, là, se protéger contre une gonorrhée ou une chlamydia, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Se mettre des sacs de poubelle partout sur le corps? Je veux dire... Parce que le préservatif ne te protège pas complet. Moi, je pense que, Denis Martin, dans le fond, voulait dire, moi, les patients, ils iront pas me dire « Hey, ta collègue me dit ci, ta collègue me dit ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Dans le fond, dans le communautaire, tu dois entendre beaucoup plus de confidences que moi, supposons, hey, mais il s'est passé ça avec le médecin. Ce que je voulais dire, juste sur le fond de la question, c'est que même si on porte un condom, on peut quand même contracter une gonorrhée ou une glande. C'est ça que je voulais dire. Okay. Mais... se recouvrir d'un sac de poubelle, j'ai une image dans la tête. Là, je pense que... Non, mais c'est une blague pour dire qu'on ne peut pas se protéger à 100% de tout. Je pense que derrière cette question-là, il y a quand même une bonne intention. Des fois, c'est très maladroit. Puis, on va présumer que la personne ne se protège pas parce qu'elle obtient un résultat positif d'une TSS. Je reviens un peu à ce que je disais plus tôt. On est encore... Des fois, on va faire des liens entre une orientation sexuelle puis des pratiques sexuelles, alors que, nonobstant l'orientation, les gens ont des pratiques, puis il faut se baser là-dessus, puis quel est le niveau de risque, puis quelles sont les meilleures stratégies qui existent en fonction des pratiques de la personne, peu importe son orientation. Mais clairement, ce qu'on voit, c'est que les communautés qu'on rejoint, dès qu'ils sont avec un professionnel, une personne professionnelle de soins qui s'identifie LGBTQ, clairement, ça va beaucoup plus vite et on se sent beaucoup plus à l'aise directement. Les codes sont compris. On n'a pas besoin de rentrer en détail sur les situations qu'on vit dans nos vies parce qu'on sait que la personne avec nous dans le cabinet est comme nous, dans le fond, et donc passe un peu peut-être à travers les mêmes situations que nous. Donc, on ne peut pas non plus espérer que toutes les personnes professionnelles soient LGBTQ, donc, mais accès à plus d'informations puis mettre leur jugement de côté, évidemment. Donc, oui, c'est encore un enjeu au-delà de l'accès aux soins puis aux médicaments pour le VIH et prévention VIH qui sont nécessaires. Il me reste 3 minutes, puis je pense que c'est un sujet que je trouve qui est important. On en a discuté souvent à l'émission, puis on va en discuter tout à l'heure aussi. Le chemsex, c'est quand même, surtout chez les communautés d'hommes, mais je pense que ça commence à exister pas mal partout. Est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on a ceinturé ou est-ce qu'on a fini par contrôler ce problème-là ou on ne l'a pas contrôlé? Au niveau communautaire, pour notre organisme, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Au niveau plus large dans la société, est-ce qu'on fait assez? Non. Je pense qu'il y a différents programmes gouvernementaux
mentale qui pouvaient exister davantage et des programmes adaptés, spécialisés. Quoi, quand même, je regarde, moi, mon parcours à réseau depuis une dizaine d'années, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, issues même des personnes pratiquant le chemsex, qui ont développé des outils en concertation avec le communautaire puis des chercheurs dans le milieu scientifique pour améliorer les choses. Donc, il y a des choses qui sont là. Je pense entre autres au podcast ChemStory, dans lequel Réseau est un partenaire communautaire. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Est-ce que c'est assez? Clairement non, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont aux prises avec ça, pour lesquelles aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a différents profils de consommation récréatifs, problématiques, des personnes qui veulent s'abstenir. Il faut jongler aussi avec ces différents profils-là. Ça peut varier d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre dans l'année de la personne. Et évidemment, que ça soit LGBTQ ou pas, la consommation reste quand même encore un tabou. Quand on regarde toutes les critiques qu'on peut lire sur les réseaux sociaux avec la consommation, l'itinérance depuis quelques années dans le village puis en périphérie, ça reste quand même un enjeu social qui est très stigmatisé. Puis quand on entend le chef de l'opposition qui veut devenir premier ministre commencer à avoir des manières répressives de gérer la consommation de drogue, là, on est dans un autre problème. Dans d'autres pays, depuis déjà 20 ans, ils ont fait autrement, puis c'est positif aujourd'hui. Je te laisse la dernière minute, Genesis. En parlant de répression puis de jugement envers les gens qui font l'utilisation du chemsex, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le centre-ville de Montréal, dû aux politiques de Donald Trump sur toutes les drogues qui circulent aux États-Unis, il y a quand même eu un gros coup d'envoi puis plusieurs arrestations musclées dans le centre-ville de Montréal. Moi, je me suis promené hier, les rues étaient franchement vides, il n'y avait plus de dealers à tous les coins de rue. Tu sais, je pense que le fait de prendre au sérieux la circulation de la drogue, il faut peut-être s'en prendre à ceux qui la vendent. Oui, c'est quand même du commerce de drogue illégal, mais quand on se promenait dans le village, on s'en faisait quand même offrir à tous les coins de rue par monsieur, puis peut-être pas des dealers de drogue dans leur milieu, mais reste qu'il y a eu un petit coup de ménage dans le village dans les dernières semaines, puis ça fait franchement du bien depuis s'en faire proposer à tous les coins de rue. En tout cas, M. Poilievre propose un plan de, je ne sais plus quoi, 4 milliards de dollars ou quelque chose du genre pour qu'on puisse donner 20 heures de traitement avec un intervenant psychosocial. Attendons la fin des élections. Ouais. Il y aura peut-être des surprises. Ouais. Il y a des idées de grandeur, lui. Mes deux amis, Genesis Grenier et Alexandre Dumont-Blais, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, on va continuer à parler de santé, mais on va parler de chemsex. Mais on ne va pas en parler en termes de soins de santé, mais plutôt en termes artistiques. Parce que la prochaine entrevue, c'est au sujet d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Ces regards amoureux de garçons altérés ». Au bout de 20 heures passées dans la chambre 158 d'un sauna de Montréal, un jeune homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s'est-il passé? Dans ce minuscule lieu transformé en théâtre de confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Donc, c'est le point de départ de cette pièce, Ces regards amoureux de garçons altérés, une pièce dont la toile de fond est l'utilisation du cristal meth dans le cadre d'activités sexuelles. On reçoit donc l'auteur de la pièce, Éric Noël. Bienvenue à l'émission, Éric. Salut, Denis Martin. Alors, je pose la même question. C'est la première fois que tu viens ici. On utilise quel pronom et quel accord avec toi? Il ou yel, avec les accords que tu veux. Parfait. Alors, je voulais quand même te présenter. Tu es acteur et traducteur. Tu as remporté le prix Gratien-Gélinas en 2010 pour la pièce Faire des enfants, créée au Katsu l'année suivante. Ces regards amoureux de garçons altérés, récipiendaire en 2016 de l'aide à la création du Centre national de théâtre de Paris. Wow! Puis tu as aussi fait la mise en scène de L'amour looks something like you, que j'ai adoré, en fait. Mm-hmm. Moi, j'ai vu la représentation où tu jouais. Mais il y avait plusieurs personnes qui l'ont interprété à chaque soir différent. Ouais, on faisait 12 soirs, en fait. Puis moi, je faisais la première et la dernière. Ouais. Mais entre ça, il y avait 10 artistes queer. Xenia, entre autres. Voilà, plein d'âges et d'orientation, de backgrounds différents là, qui étaient là pendant les 10 soirs. J'aurais aimé avoir le temps de voir les autres artistes aussi. Donc, tu parles d'une pièce qui aborde cette fois-ci un phénomène que certains qualifient de fléau. C'est quoi le chemsex, en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ça? D'abord, c'est mon histoire personnelle. Donc, c'est une pièce que j'ai écrite déjà, en fait, il y a 10 ans. C'est sa création, mais ça a pris... Voilà, il y a eu un parcours assez long avant la création, mais moi, je l'ai écrite déjà il y a 10 ans alors que je consommais moi-même puis que je faisais du chemsex à l'époque. Et donc, c'est d'abord ça qui a motivé. J'avais besoin, je pense, d'exprimer. À l'époque, je menais vraiment une double vie, c'est-à-dire que c'était vraiment caché de mes proches, de mes amis, du milieu professionnel. Puis c'est comme si l'écriture de cette pièce-là a un peu été une manière pour moi, ça a comme été la première façon d'en parler, en fait. Fait que c'était vraiment ça le premier déclencheur, je dirais, de l'écriture. Puis après,
aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est vrai que là, il y a une envie de parler à ma communauté aussi, donc de pas juste pour moi. Là. Juste pour dire, fait que depuis ce temps-là aussi, tu as... J'aime pas toujours parler de consommation de drogue comme étant problématique parce qu'elle n'est pas toujours problématique, mais dans ton cas, elle était problématique. Oui. Alors, oui, dans mon cas, donc, tu as réussi à sortir de ça. Oui. Moi, elle était problématique puis elle était devenue vraiment handicapante là, dans ma vie. Qu'est-ce qui a causé ça? En fait, tu sais, un peu comme on l'a nommé tantôt, tu sais, il y a plein de types de consommation. Il y a des gens qui ont une consommation qui est récréative. Moi, elle n'a pas été très longtemps. En tout cas, quand je suis tombé dans le cristal meth, elle n'a pas été récréative très longtemps. Puis c'est ce qu'on voit souvent, là, parce que le cristal meth, évidemment, c'est une drogue très puissante, terriblement addictive. Donc moi, c'est devenu une dépendance. Là. Donc c'est-à-dire que je contrôlais plus ma consommation. C'est plus moi qui décidais. Puis c'est ça qu'on remarque avec le cristal. Là. C'est rarement nous qui décidons quand on commence, quand on arrête. Là. Ouais. Fait que moi, c'était vraiment ça. Donc c'était devenu, évidemment, ça affectait ma vie sociale, ma vie professionnelle. C'est une drogue qui fait qu'on reste éveillé pendant des jours, très difficile d'aller au travail, d'avoir des projets, de les mener à terme. Donc moi, c'est lentement la vie de couple, n'importe quoi. Il n'y a rien qui était possible, en fait, avec cette consommation-là. Puis donc, ça m'a mené à un moment donné, faire des démarches pour arrêter. Puis moi, je fais partie de ceux que... Moi, ça a été l'abstinence là, qui a été pour moi la solution. Parce que, j'arrivais pas. J'ai essayé autrement, mais ça marchait pas pour moi, oui. Ah, wow, OK. Oui. Gengis qui intervient. C'est tellement un généreux témoignage. C'est vraiment très généreux de ta part. Y est-tu arrivé un moment dans cette consommation-là où est-ce que tu as manqué mourir? Oh mon Dieu. C'est toujours une question, tu sais. C'est-à-dire que je le sais pas. C'est-à-dire que je pense que les gens qui meurent, mettons, en contexte de consommation, savaient pas qu'ils étaient peut-être sur le bord de mourir. Je pense qu'on ne sait pas à quel point on passe proche. Mais tu sais, est-ce que j'ai... Tu sais, des moments où j'ai wipé tout seul dans une chambre de sauna pour me réveiller des heures plus tard, ben oui, c'est arrivé. Fait que... Ou te réveiller à l'hôpital? Ouais, ben moi, je suis pas passé par l'hôpital. C'est pas arrivé. Mais c'est arrivé à la majeure... Comme les gars que je connais, mettons, qui se rétablissent qui sont dans l'abstinence maintenant, je dirais que la majorité, il y a une partie qui a un séjour à l'hôpital. Moi, c'est pas arrivé, mais il y a eu vraiment des moments où... tout seul chez moi, entendre des voix, avoir l'impression vraiment que la santé mentale est en train, quand ça fait 4-5 jours que tu n'as pas dormi, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te mets en grand danger là, de ta santé. On met nos corps à épreuve. Puis souvent, ce qu'on voit avec le chemsex puis avec le cristal en particulier, c'est que les gens vont pas nécessairement mourir d'une overdose de cristal. C'est qu'ils vont mourir... Souvent, s'il y a des conditions de santé à côté, comme par exemple quelqu'un qui est diabétique, c'est super dangereux parce qu'il ne va pas boire, il ne va pas manger, il ne va pas prendre soin de son diabète. Quelqu'un qui a le cœur fragile, ben, ça va être un arrêt cardiaque. Ça va être... Donc, tu sais, il y a plusieurs dangers. En fait. Puis souvent, ce qu'on remarque même, c'est que les gens, moi j'en ai vu, je pense à 2 personnes récemment dans les dernières années qui étaient proches de moi, qui sont mortes en contexte de chemsex, puis on le nomme pas. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on entend après ça sur les réseaux sociaux, au funérailles, c'est arrêt cardiaque, crise diabétique. Mais la réalité, c'est que la personne est morte en contexte de consommation, puis que c'est sa consommation aussi qui l'a tué. C'est vrai que c'est pas nommé souvent. Pas nommé. J'aimerais revenir à la pièce de théâtre. Oui, pardon. Non, mais c'est parce que je trouve ça non, c'est très intéressant comme témoignage, mais cette pièce de théâtre n'est pas un plaidoyer, c'est vraiment une œuvre artistique. Non, c'est ça, là, on part, parce que c'est sûr que moi, j'ai développé une pratique de plaidoyer à côté, j'ai envie de dire, là, avec le temps, mais effectivement, la pièce, au départ... sa particularité, puis la raison pour laquelle je suis vraiment content qu'elle soit montée, c'est que, justement, je l'ai écrit en consommation. Je ne l'ai pas écrit en rétablissement, je l'ai écrit pendant que je consommais, donc elle n'est pas là pour venir... Elle fait pas la morale, elle vient pas éduquer, c'est pas pédagogique. Puis même, je dis à des gens qui veulent arrêter de consommer, je leur dis, ben venez pas aussi, vous venez accompagner parce que ça peut être, tu sais, je le dis, ça peut être trigger, là, ça peut être, ça peut quand même remuer des choses. Mais je pense qu'elle permet par contre de comprendre les raisons pour lesquelles on consomme. C'est-à-dire que le personnage c'est un seul en scène, là, c'est un solo. Ouais. Fait que le personnage qui est là, tu sais, il cherche il nous confie en fait ce qu'il vit, pourquoi il le fait, qu'est-ce qui l'excite là-dedans, qu'est-ce qui lui fait du bien. Le personnage dans la pièce se remet d'un deuil amoureux, d'une peine d'amour. Donc, tu sais, on comprend aussi qu'il y a des raisons qui vont bien au-delà du simple plaisir de la sexualité puis de la consommation. Il y a des raisons plus profondes. Puis moi, j'espère que la pièce peut poser ces questions-là puis faire comprendre aussi, puis amener de l'empathie. Comprendre pourquoi les gens consomment, parce qu'il y a énormément de gens dans nos communautés qui le font, donc il y a des raisons. Puis se cache, parce que s'il y avait un petit peu plus d'empathie dans notre monde, on aurait peut-être moins de problèmes à aider les gens qui ont besoin de s'en sortir. C'est souvent, finalement, ta pièce, c'est peut-être pas une pièce pédagogique, mais elle va peut-être aider à ce niveau-là. Ben moi, je pense toujours que le théâtre, la fiction, puis de raconter une histoire, puis même si c'est un témoignage qui se veut pas éducatif, je pense que de raconter l'histoire de quelqu'un, puis de le faire humainement, avec sincérité, avec vérité,
le théâtre est là pour ça. Mon but, c'est pas que la pièce porte un message, mais c'est qu'après ça, les gens voient ça, puis eux puissent repartir, puis en parler autour d'eux, puis faire leur propre réflexion par rapport à ça. Puis ça, c'est pas éducatif, mais en tout cas, j'espère que ça peut amener de la réflexion. Oui. Cette fois-ci, tu ne joues pas toi. Non. Tu fais souvent au théâtre. C'est Gabriel Zabo qui va jouer ton rôle. Pourquoi? D'abord parce que c'est un super acteur. Ça, on s'entend là-dessus. C'est un grand acteur, vraiment, là, qui est connu beaucoup dans le milieu du théâtre, un peu moins ailleurs, mais c'est un grand acteur. Puis moi, je l'ai lu ou jamais lu, mais puis j'ai fait des lectures avec L'amour, Look Something Like You, des choses comme ça, mais j'ai pas la prétention d'être un acteur de formation. Je suis pas formé comme acteur. Je peux être en scène, mais je suis plus justement de l'ordre de la performance, puis tout ça. Puis là, j'avais envie, moi, en tout cas, j'avais pas envie de le porter pendant 20 soirs, là, très franchement. J'avais pas envie de replonger là-dedans. Puis j'avais envie que la pièce sorte de moi puis qu'on soit ailleurs que dans le témoignage. Non, c'est Philippe Cyr qui fait la mise en scène. C'est Philippe Cyr qui est directeur du Prospero. Qui fait la mise en scène. Donc, moi, je suis très un peu en retrait, en fait. Je suis là, j'ai assisté aux répétitions, mais je leur ai confié ça. Puis je trouve ça super, en fait, que la pièce vive par elle-même un petit peu. Là, oui. Bon, alors pour ceux qui veulent voir la pièce, présentement, c'est complet. Alors, mais il y a, en fait, au Prospero, si on va sur le site web du Prospero, il y a une liste d'intérêts. Donc, s'il y a des supplémentaires, s'il y a une reprise, ça va. S'il y a des billets qui se libèrent, mettez-vous sur la liste d'intérêts. Comme ça, vous allez avoir les nouvelles en premier. Éric Noël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Félicitations. Et je voudrais rappeler pour ceux qui ont besoin d'aide, il y a entre autres donc Réseau Santé en un seul mot, REZOCSANTE.org. Et puis moi, je vous dis qu'en deuxième partie, nous allons parler de la Cour de justice européenne qui donne le droit ou qui reconnaît un droit à l'autodétermination de genre. Puis on va parler de théâtre à nouveau avec la pièce de théâtre Bent qui est présentée ce week-end ici à Montréal. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Ici Marie, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer. Allô, Christophe Gérard, qu'on rejoint en banlieue de Paris, où il est à ce moment-ci, 23h30. Il a l'air tout réveillé avec ses belles nouvelles lunettes. Ça, c'est l'avantage d'avoir la visioconférence pour faire nos entrevues. Oui. En très grande banlieue parisienne. Hein. J'habite à 60 km de Paris. En fait, vous n'êtes pas considéré comme étant la banlieue parisienne, je devrais dire. Tu es à Méru. Mais cela dit, ça t'empêche pas d'être au courant de ce qui se passe non seulement en banlieue parisienne, mais à Paris et dans toute l'Europe. Et on commence avec une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui fait grand bruit. Tu peux-tu nous en parler un peu? Ouais, c'est une décision super importante, hein. Et c'est vrai que la Cour de justice de l'Union européenne prend des décisions qui ont un impact sérieux sur nos communautés et nos droits. Là, elle concerne vraiment les personnes trans, les personnes non binaires et intersexes, puisqu'elle a rendu un arrêt fondamental qui s'appelle Deldit. Et ça commence en fait cette histoire avec un homme trans réfugié iranien en Hongrie, la fameuse Hongrie de Viktor Orban, qui a demandé à ce que son genre soit corrigé dans les registres d'asile, mais les autorités hongroises ont sans doute ont refusé, hein, en prétextant qu'il n'avait pas subi d'opération chirurgicale, qui est une exigence inscrite dans la législative hongroise.
Donc, on pourrait dire que la Hongrie, c'est comme un peu la Floride de l'Europe. Excuse-moi, j'ai beaucoup d'humour aujourd'hui. Je pense que ça fait du bien de rigoler un peu. Alors, c'est énorme quand même comme décision, hein, parce que ça aura des répercussions partout, dont en France. Tout à fait, hein. J'avais parlé justement d'une décision un peu similaire qui concernait la mention homme ou femme sur les formulaires, notamment de la SNCF. Et donc, ben, cette décision, elle va avoir un impact en France. Pour en revenir exactement à ce qui s'est passé, en fait, la Cour européenne de justice a tranché en faveur de cet homme donc trans, en rappelant que l'identité de genre vécue prime sur celle assignée à la naissance et que le fait enfin, qu'il n'était pas nécessaire de prouver son identité de genre par une quelconque opération chirurgicale parce que ça viole le droit à l'intégrité physique et au respect de la vie privée. Et la Cour de justice rappelle également que dans le cadre du RGPD, qui est un règlement général de la protection des données personnelles, toute personne européenne peut demander la correction de ses données personnelles si elle estime que celles-ci sont erronées. Donc c'est un coup de pouce hein, pour les droits des personnes trans en Europe et en France notamment, puisque ça va permettre aux personnes trans en France, en tout cas on peut l'espérer, de pouvoir corriger son état civil, donc son genre et son prénom, son changement de prénom, par simple demande auprès de la mairie. Il n'y aura plus besoin de passer par des procédures médicales lourdes ou des jugements devant le tribunal. Donc c'est une vraie démédicalisation et une vraie déjudiciarisation des démarches administratives et une association donc, qui lutte contre enfin, qui lutte pour les droits LGBTQIA+, dont les personnes trans sont bien évidemment concernées, estime, enfin, appeler à la France à revoir ses positions et ses pratiques en estimant par la voix de son avocat que les procédures longues et coûteuses et médicalement intrusives contreviennent désormais à l'exigence de respect de la vie privée et du droit à l'autodétermination. Donc c'est une vraie avancée, on peut l'espérer en tout cas en ce qui concerne l'autodétermination en France et partout ailleurs dans l'Union européenne. Alors, Christophe, je vais reprendre une expression de ma défunte mère. Elle disait un pas en avant, un pas en arrière. Donc, on va aller en Grèce parce que là, par contre, on a fait un pas en arrière. Tout à fait, hein, c'est un contraste assez frappant parce que en Grèce, le ministre de la Justice, qui s'appelle Georgiou Floridis, il a annoncé la semaine dernière, hein, c'est tout récent, une nouvelle restriction concernant la gestation pour autrui, donc la GPA. Et à partir de maintenant, les hommes, qu'ils soient célibataires ou en couple homosexuel, n'auront plus le droit de recourir à la GPA. Donc, on peut parler de discrimination pure et simple, hein, parce que même si une femme est dans une situation similaire, seule ou en couple, bah, elle pourra accéder à ce droit avec une restriction tout de même, à savoir il faut qu'elle soit dans une situation médicale particulière, à savoir si elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, on a une situation où l'égalité des droits n'est pas vraiment respectée si on l'applique à certaines personnes, mais pas à d'autres. C'est ça, hein. Alors, l'argument du gouvernement grec, c'est que l'incapacité à porter un enfant ne fait pas référence au genre. Mais bien sûr, dans la pratique, on le voit, hein, ça signifie qu'on refuse aux hommes, et particulièrement aux hommes homosexuels, l'accès à la GPA, alors qu'on l'accorde à d'autres. Donc, si on prend une lecture purement discriminatoire de la loi, c'est un coup dur pour l'égalité des droits en Grèce, d'autant qu'il y a finalement peu de temps, la Grèce avait autorisé à la fois le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Donc, c'est deux poids, deux mesures, j'ai envie de dire. Bon, on parlait de pas en arrière. Maintenant, on va faire probablement plusieurs kilomètres en arrière. Puis on va s'en aller parler de la Budapest Pride, parce que Viktor Orban, on le sait, a en effet trouvé le moyen d'interdire la Pride qui devait se tenir le 28 juin prochain. Tout à fait. Alors, j'en ai parlé le mois dernier et très franchement, je pensais que Viktor Orban n'allait pas aller au-delà de sa déclaration et de son volonté d'interdire la Gay Pride en Hongrie, à Budapest. Ben, il a trouvé le moyen de le faire hein, puisqu'il a fait voter un amendement à une loi de 2021 qui interdit la promotion de l'homosexualité et de la transidentité auprès des mineurs et cet amendement rend illicite toute manifestation LGBTQIA+ dans l'espace public. Donc la répression va monter d'un cran, hein, puisque à cette occasion, la police pourra utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les éventuels manifestants, avec à la clé une amende de 500 € pour les personnes qui finalement n'auront fait que marcher dans la rue.
Donc pour Victoria Radvani, qui est la présidente de la Budapest Pride, aucun pays de l'Union européenne n'a jamais interdit les marches des fiertés et elle estime que les personnes LGBTQIA+ marcheront bien évidemment le 28 juin. Ça a suscité un intérêt très fort de la part des Hongrois, hein, puisqu'ils ont manifesté le 25 mars dernier. Il y a plusieurs milliers de Hongrois qui ont manifesté contre cette nouvelle disposition légale. Ce qui est à noter, c'est que ça a une consonance particulière dans la mesure où cette année, cette Budapest Pride devait fêter ses 30 ans. Alors, comme j'avais expliqué le mois dernier, en fait, il se trouve que Viktor Orban est un peu en difficulté au niveau législatif. Les prochaines élections auront lieu dans un an et il semble bien déterminé à jouer la carte LGBT-phobe à fond pour allier son électorat. Il compte pas rester hein, sur cette interdiction, il compte aller même plus loin puisque il y a un autre amendement qui est prévu pour ce mois d'avril afin d'ancrer cette interdiction des manifestations LGBT dans la constitution hongroise. Ouais, on n'y va pas avec, la main morte, hein? Non. Alors, Hmm. ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, cette interdiction a eu que très peu d'impact au niveau européen, si ce n'est parmi les alliés de Viktor Orban, et notamment en France, avec, on peut le citer, un député Rassemblement national qui s'appelle Sébastien Chenu, qui est un gay, enfin, ouvertement gay, et qui a déclaré lors d'une une interview sur une chaîne info lorsqu'on l'interviewait sur le sujet, Viktor Orban fait ce qu'il veut. Bon, alors, on pourrait parler de ce qu'on appelle un fameux oncle Sam. Comment est-ce qu'on disait ça dans les gens qui sont dans leur... En tout cas, qui ne s'aident pas eux-mêmes, hein? On parlait de personnes noires qui étaient membres du Ku Klux Klan, alors, qui étaient des espèces de oncle Tom, voilà. Alors, on va aller justement dans le pays de l'oncle Tom et de l'oncle Sam, les États-Unis, parce que c'est une situation qui devient très préoccupante pour les personnes trans et non-binaires, et les autorités françaises ont lancé une alerte. Tout à fait, hein. Ça va dans le sens de la chronique que faisait Chantal la semaine dernière dans l'émission. En fait, le Quai d'Orsay a décidé de mettre, oui, d'alerter les voyageurs et notamment les personnes trans et non binaires des difficultés et du danger que pouvait représenter un voyage aux États-Unis. Donc, si les personnes trans et même LGBTQIA+, hein, toute la communauté est bien évidemment concernée, avaient décidé de voyager aux États-Unis cet été, il vaut mieux éviter. Donc, depuis le retour tonitruant de Donald Trump sur la scène politique et ce focus qu'il fait sur la communauté trans et sur les questions d'identité de genre, ça devient vraiment inquiétant. Donc, on sait que maintenant, la mention du sexe de naissance doit être indiquée hein, sur les demandes de visa ou d'autorisation de voyage pour les États-Unis. Ça semble être plus qu'une simple formalité administrative. C'est un signal inquiétant, comme tu le disais, hein, un climat de défiance vis-à-vis des personnes trans et non binaires qui est en train de s'installer aux États-Unis, mais un peu partout ailleurs dans le monde. Ouais, ça peut être très compliqué si l'indication de genre sur le passeport indique le genre qui est donc celui que la personne a vraiment ou qu'a choisi d'utiliser et tu as l'indication de genre sur les papiers d'immigration qui sont différents. Ça va créer des ennuis aux douanes ou du moins à l'immigration. Tout à fait, hein. Et c'est pas seulement un problème français, ça touche d'autres pays. Ouais, tous les pays, oui. Euh, Ouais, et il y a notamment d'autres pays européens comme la Finlande, le Danemark, la Norvège et l'Islande qui ont émis elles aussi hein, des alertes. Et certains pays comme la Finlande évoquent même la possibilité de refus de visa. Et l'Islande conseille aux personnes LGBT+ de faire preuve de prudence lorsqu'elles voyagent aux États-Unis. Donc ça suit hein, les fameuses déclarations de Trump où il affirmait qu'à partir d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis, c'est de dire qu'il n'y a que deux sexes, masculin ou féminin. Donc ça peut compliquer, voire rendre risqué tout voyage pour les personnes trans et non binaires aux États-Unis. C'est d'autant plus inquiétant que selon un article de France Info, il y a des questions de procédure administrative
et notamment des personnes comme une touriste britannique, des citoyens allemands et même un chercheur français qui ont eu des problèmes à l'entrée au territoire américain, parfois juste pour avoir exprimé une opinion ou même suite à une erreur mineure dans leur motif de voyage. Donc on est face à une situation où une personne trans ou même simplement perçue comme telle pourrait se voir refuser l'entrée aux États-Unis sans raison claire. Le message est fort, comme je disais tout à l'heure, et comme le disait d'ailleurs aussi Chantal, Chantal Nadeau, oui. la semaine dernière, toute personne trans ou toute personne de la communauté queer doit être ultra préparée pour voyager aux États-Unis à l'heure actuelle. Le mieux, c'est de renoncer totalement à un voyage s'il n'est pas nécessaire. Les personnes trans et les personnes queer, les personnes non-binaires françaises seront les bienvenues au Canada, ça c'est clair, à moins qu'on change de gouvernement, mais ça c'est une autre question. Euh, Ouais, alors juste pour préciser, hein, il y a 25% enfin des envies de voyager aux États-Unis de moins que l'année dernière, depuis l'arrivée de Trump. Et il est noté également que les personnes qui voulaient voyager en Amérique du Nord se rabattent sur d'autres destinations, dont le Canada. Donc vous allez avoir cet été énormément de Français on va qui entendre vont beaucoup de venir. du coup dans les rues de Montréal. Bon, je te taquine. C'est ça. Juste pour te dire qu'ici au Canada, c'est 75% de moins de réservations d'avions là, jusqu'à l'été, là, selon les voyagistes. On va terminer là-dessus, mais il y a quand même pas. Puis merci de suivre ma directive là-dessus. On va terminer avec une lueur d'espoir, et c'est à Paris qu'on la trouve, cette lueur. Ouais, et notamment avec un projet, une maison qui s'appelle la Maison des Iris, un centre d'hébergement et d'accompagnement pour les jeunes trans en situation de précarité, qui a été inauguré par l'association Accept ST, et qui va offrir un logement temporaire à 6 jeunes trans âgés de 18 à 30 ans, mais surtout un soutien humain, social et professionnel pour les aider à se reconstruire et à gagner en autonomie. Donc c'est un projet qui a lieu à un moment où les jeunes trans sont souvent laissés de côté, en rupture familiale ou sans solution d'hébergement après avoir obtenu l'asile en France, ce qui peut arriver de temps en temps. Alors, c'est un projet qui est hyper important parce que, et c'est symbolique aussi, parce que l'inauguration a eu lieu donc lundi dernier, c'était la journée de la visibilité transgenre. Ouais, c'est un symbole fort, hein. Et c'est un début, et c'est vraiment que le début, puisque Accept ST prévoit déjà l'ouverture de 2 nouveaux centres en Seine-Saint-Denis, donc un département de la banlieue parisienne. Un pour aider les personnes adultes trans à la recherche d'un emploi, et un autre pour aider les personnes trans un peu plus âgées. Donc des projets qui visent à créer une vraie inclusion en prenant en compte les besoins spécifiques des personnes trans à tous les âges et dans toutes les étapes de la vie. Bon, j'ai menti, ça n'arrivera pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps, pas de mentir, mais même de me tromper. On a encore un petit peu de temps, puis c'est encore une bonne nouvelle. On va parler donc de la France qui répond aux États-Unis au sujet des entreprises françaises qui ont des contrats avec les États-Unis les États-Unis qui leur demandaient de cesser toutes les pratiques là, de EDI, là, d'équité, de diversité et d'inclusion. Alors, pour être plus précis, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Ah, Concrètement, l'ambassadeur des États-Unis à Paris a envoyé une lettre à toutes j'ai les. mal lu ta note. Désolé. Oui, Ok, allons-y. donc c'est pas grave. Donc l'ambassadeur des États-Unis en France a envoyé une lettre à toutes les associations, à toutes les entreprises françaises qui ont des contrats avec l'Amérique, les États-Unis, en leur demandant de cesser tout programme anti-discrimination au sein de leurs entreprises. Donc ça couvre les femmes, les personnes en situation de handicap, ça couvre également tous les programmes d'inclusion LGBTQIA+, au sein des entreprises. S'ils ne respectent pas cet arrêt de ces mesures, ben, ils risquent de perdre leur contrat aux États-Unis. Donc, il y a pour l'instant très peu de retours. La seule société qui a véritablement réagi, c'est Total Energy. Mais c'est une grosse entreprise et par la voix de son président, son PDG, il a annoncé que ben, si on lui demandait de le faire, il ne le ferait pas et qu'il préférait perdre des contrats avec les Américains, ben, les États-Uniens plus Oui, précisément, tout à fait. euh, que d'avoir à changer sa politique en matière d'inclusion au sein de sa société. C'est un gros groupe, encore une fois, je ne sais pas si les petites entreprises qui ont des contrats avec euh, les, les autorités américaines, l'administration américaine, auront le même courage, en tout cas volonté, puisque ben, ça représente quand même de l'argent.
Bon, je voulais quand même qu'on termine sur une note un peu plus positive. Il nous reste encore un petit peu de temps. Jean-Luc Romero, qu'on connaît très bien, qui est il était le maire adjoint de Paris, qui est toujours le maire du 12e arrondissement de Paris. Jean-Luc, donc, a publié une vidéo, puis qu'il disait que de plus en plus de personnes font des demandes d'asile politique en France, justement, personnes trans. Les personnes trans, oui, compte tenu de la situation aux États-Unis, il y a beaucoup de demandes au sein de la mairie de Paris pour des demandes d'asile. Donc, Jean-Luc Romero a déclaré, bien évidemment, que la mairie de Paris était solidaire avec ces demandes et qu'elle en prendrait compte pour essayer de trouver des solutions et pourquoi pas d'accueillir ces personnes ici en France. Wow, on a fait tout le monde un bon tour d'horizon. Christophe, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, je t'en prie, je te souhaite une bonne soirée. À Merci. bientôt. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Survivre dans un camp de concentration en tant qu'homosexuel, le décor est planté, c'est l'histoire donc qui est évoquée, qui fait partie de la mémoire collective des communautés LGBT. Pour en parler, c'est donc que je parle de la pièce de théâtre Bent qui va être présentée ce week-end ici à Montréal. Et pour parler de tout ça, on reçoit le metteur en scène de la compagnie théâtrale Ensemble, Jean-François Quesnel, qui relève donc ce défi de monter Bent. La pièce qui a été écrite par Martin Sherman, qui a été créée en 1979. Bienvenue à l'émission, Jean-François. Allô, bonsoir. Ben, je sais quel pronom tu utilises, mais comme c'est la première fois que tu viens à cette émission, je vais te demander quel pronom et quel accord tu utilises. Il. Il, oui, d'accord. Alors, ben écoute, je connais la pièce, mais je vais quand même te demander de le dire toi-même. De quoi parle cette pièce? C'est quoi l'histoire? Au fait, ça évoque l'histoire de Max, qui est un jeune Berlinois dont le destin l'envoie dans un camp de concentration. Et à ce moment-là, il va rencontrer l'amour. Et c'est ce qui lui permet de passer à travers tout ce drame au camp de concentration. C'est une pièce très dure. Moi, je l'ai vue présentée à New York, là, mais c'est une pièce très dure. Puis c'est une pièce qui me semble que c'est encore d'actualité. Peut-être pas le camp de concentration, mais qu'est-ce que tu en penses? On se souhaite pas ça, justement. Ouais. Effectivement, c'est d'actualité. Beaucoup de gens font le parallèle avec ce qui se passe actuellement dans la situation mondiale, mais particulièrement aux États-Unis. Alors, beaucoup de gens nous en parlent actuellement. Puis, justement, ils seront là pour découvrir cette pièce-là, puis venir vivre beaucoup d'émotions avec nous. Alors, pourquoi tu as décidé de monter cette pièce particulière? Qu'est-ce qui t'a motivé? Premièrement, moi, je fais toujours des pièces de théâtre dramatiques particulièrement. Je suis pas un metteur en scène de comédie, donc il faut que ça me touche particulièrement. Ça fait longtemps que je me suis intéressé à cette histoire-là de la Deuxième Guerre mondiale et c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. Donc, il fallait que je trouve les gens en conséquence aussi de pouvoir embarquer dans ce beau projet. Un projet difficile, un projet de cœur, mais un projet qui vaut la peine justement actuellement d'être présenté au public. Alors, parlons des acteurs dans cette pièce. Peux-tu me nommer? Je sais que Marc-André Leclerc est là parce que c'est ton acteur fétiche. Ah oui, c'est mon acteur fétiche, absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous dire qu'il fait une drag queen qui s'appelle Tracy Trash. Il est excellent là-dedans aussi. Depuis 21 ans au Cabaret Mado. Au fait, nous, on s'est rencontrés simplement un après-midi dans un bar, puis je ne connaissais pas en tant que drag queen. Donc, j'ai vu quel type de personne il était. Puis, on a commencé sur Hosanna ensemble, Hosanna de Michel Tremblay. Qui a été un grand succès, hein? Énormément, pendant 4 ans en tournée à travers le Québec, puis acclamé par Michel Tremblay également. Donc, écoutez, l'équation était facile à faire pour moi. Je savais que Marc-André, avec son charisme et tout ça, était capable justement d'apporter au personnage de Max une vérité, une profondeur. Absolument. Pour ceux qui ont vu la page, l'image, l'affiche de la pièce, c'est quand même la personne qu'on voit. Et il a vraiment l'air décharné. Pourtant, il n'est pas si mec que ça quand même. Non, mais c'est le maquillage, hein? Ouais, même pas besoin de maquillage pour Marc-André. C'est comme quelqu'un de tellement charismatique qu'on ressent aussi un peu son vécu à travers ça. Puis pour moi, c'était important justement d'aller chercher quelqu'un qui me ressemblait aussi dans mon vécu personnel. Alors, puis on n'a pas vécu cette histoire-là, mais on a vécu autre chose, puis on peut apporter justement notre profondeur, nos émotions, puis travailler tous ensemble en symbiose. Donc, tu as fait ton casting à partir de Marc-André. Qui sont les autres personnes que tu as mis autour de lui?
Jérémy L'Espérance, qui était dans la production de Néligan au TNM. Également Félix Rioux, qui a fait quelques émissions de télévision aussi. Jérôme Pouliot, plusieurs autres. Là. Alors, une belle distribution vraiment là, très incroyable. Beau Johnson aussi, qui nous vient de la France. Oui, c'est vrai. Alors, une chanteuse à la base, mais qui a plongé dans l'univers du théâtre. Alors, c'est particulier. C'est quelqu'un qui est très charismatique également. Alors, c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment content. Je suis vraiment emballé par cette distribution-là. Luc Jean aussi, un comédien d'expérience. Voilà. Tu montes des pièces à thématique queer depuis maintenant, quoi, on peut dire 8 ans presque, là? Depuis 2018, au fait, que j'ai 2018 ans, depuis 7 ans. Comment procèdes-tu ton choix de pièces? Tu me parlais, tu cherches des pièces dramatiques, mais je pense que tu as quand même fait des comédies. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? Est-ce que tu l'as monté, ça? Elle n'a jamais eu lieu, Elle n'a jamais eu lieu, oui. J'ai travaillé 2 ans sur cette production-là, mais c'était durant la pandémie. COVID. Excuse-moi. Alors, malheureusement, on a dû annuler à la toute fin, après tout ce travail-là, mais bon. C'est ça. Moi, depuis 2018, je monte des pièces plus dramatiques, des pièces qui me touchent, des pièces qui me font pleurer. C'est drôle parce que j'ai eu une rencontre avec Sophie Dupuis. J'ai travaillé avec elle, évidemment, sur le film Solo. Oui. C'est moi qui étais le directeur de casting de ce film-là. Puis on s'était rencontrés un après-midi, puis on s'était dit, nous, on fait des drames, des histoires qui nous touchent puis qui nous font pleurer. Ben, c'est exactement ça. Je me sens bien là-dedans. Pas que j'aime pas les comédies, mais j'aime aller les voir ailleurs. Oui, parce que je pense que tu as fait aussi... la dernière production, c'était Un cœur... Un cœur normal. Un cœur normal, oui. Qui traitait du sida, effectivement. Puis j'ai fait également Les anciennes odeurs de Michel Tremblay, une autre pièce de théâtre. Et tu jouais dedans, d'ailleurs. Oui, j'ai eu cette chance-là. Oui. Dis-moi, comment tu travailles? Là, je vais revenir à la thématique de Ben, parce que c'est quand même une pièce de théâtre qui est située dans une époque, et je pourrais te dire que probablement 70% des gens n'ont aucune idée de ce qu'étaient les camps de concentration de l'Allemagne nazie. D'ailleurs, on voit pourquoi ils votent de telle façon aussi, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, puis elle se répète souvent. Alors, comment tu approches une pièce de théâtre comme ça, sachant tout ça, là, que c'est peut-être que les gens ne se rappellent pas ou ne sont pas au courant? Bien, au fait, il n'y a pas grand monde que je connais qui ont effectivement vécu ça, à part peut-être dans mon ancien travail où que je rencontrais des... je travaillais dans un CLSC, je rencontrais des personnes plus âgées et de l'Europe, et souvent, ils me partageaient justement leurs histoires de camps de concentration. Eux l'avaient vécu de l'intérieur. Effectivement, dans mes comédiens, on n'a pas nécessairement vécu ça. Par contre, on s'est informé, on a fait de la recherche. Puis il y a des gens, comme Luc Jean, justement, qui est un de nos comédiens, a beaucoup de connaissances à ce niveau-là, puis il les a partagés avec nous. Puis évidemment, nous, on y va avec notre plus grande profondeur, notre plus grande humanité pour rendre le plus juste possible cette histoire-là. Mais c'est sûr qu'on ne l'a pas vécu, évidemment. Non, mais ce qui est important, c'est d'en parler pour pas qu'on oublie. Alors, c'est quand même une bonne chose de monter une pièce là-dessus. Oui, il ne faut jamais oublier ces choses-là parce que ça fait partie du passé, mais il ne faut pas que ça se reproduise, justement. Comme je te pose des questions comme ça. Comment as-tu prévu cette mise en scène? Parce qu'on peut toujours faire une adaptation des temps modernes, mais tu le fais vraiment dans le cadre que ça se passait? Oui, absolument. J'ai respecté vraiment l'époque. Ça serait difficile de pouvoir faire ça de nos jours. Alors, non, j'ai vraiment respecté l'époque. J'ai rajouté quelques scènes, moi, personnellement, comme une entrée au cabaret de Berlin. Elle n'était pas prévue, cette scène-là, dans l'histoire. Moi, je l'ai rajoutée au tout début. Alors, il va y avoir un numéro, justement, avec Beau Johnson, qui va être dans le rôle de Greta. Okay. Alors, c'est elle qui fait l'ouverture du spectacle. Les gens ne s'attendent pas à ça. Ça va être spectaculaire. Là, j'aimerais rappeler aussi qu'Ensemble, c'est une troupe de théâtre qui existe quand même depuis tout ce temps-là. Oui. Et donc qui se spécialise dans les pièces de théâtre à thématique queer. Particulièrement. Évidemment, nos alliés sont les bienvenus. Vraiment, on a un mélange de toutes sortes de personnes, alors de toutes sortes d'univers, même des personnes en situation de handicap également, ethnoculturelles. Donc, c'est des gens passionnés par le théâtre. J'ai un mélange de personnes qui sont plus UDA, des non-UDA aussi. Alors, vraiment, une diversité à tous les niveaux. D'ailleurs, je viens de finir un autre spectacle aussi à la Maison de la Culture. J'allais poser la question, justement. C'était incroyable. C'était donc un cabaret littéraire à thématique queer.
Ouais, c'était la première édition, alors Confession littéraire queer, Les Amours dialectales, à la Maison de la Culture Janine Suto. On a été bien reçus, bien accueillis. Le spectacle a un très grand succès vendredi dernier. Et d'ailleurs, la Maison de la Culture nous a dit que c'était l'un des meilleurs spectacles de la saison. Ah ouais. Alors, j'avais vraiment une diversité de personnes ethnoculturelles et 2 personnes en situation de handicap, dont mon conjoint, qui est une personne sourde également. Alors, c'était... J'ai même lu sur les réseaux sociaux que tu as appris la LSQ ou tu l'apprends présentement? Depuis 4 ans bientôt. Alors, je vais même à l'université aussi en septembre là, pour continuer mes études supérieures, pour devenir interprète en langue des signes également. Alors, je rappelle que la pièce de théâtre Bent est présentée à ma petite feuille, les 10... Tu vas m'aider. Le 10, 11, 12 avril, cette semaine. À la Comédie de Montréal, 1113 boulevard de Maisonneuve S, chez l'adresse par cœur parce que je suis souvent là. Oui, c'est vrai. Les billets sont en vente en ligne. Est-ce qu'il en reste? Le samedi est complet, malheureusement. Heureusement pour nous. Ouais. Jeudi, vendredi, il reste quelques billets seulement, à des prix accessibles et solidaires aussi. Et si jamais il y a beaucoup de monde, il pourra avoir des reprises? Tout est possible, absolument. Moi, j'invite les gens sur la page de Ensemble collectif théâtral LGBTQIA+, sur Instagram et sur Facebook aussi. Jean-François Canel, merci beaucoup. Merci infiniment. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Alors, on va dire petit bye-bye à cet épisode 111 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 7 avril 2025. J'aimerais vous dire un grand merci à Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche et surtout Maurice Bolduc à la mise en onde. J'ai toujours Canal M, Canal Maurice. Jean-Sébastien Liberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix à Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là. Après la pause.